Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Félix Bezzati, directeur des emballages circulaires du groupe Mars, qui rejoint le Pacte national des emballages et repense la conception de plus de 12 000 emballages. Notre débat, il portera sur le financement de la transition de notre agriculture avec Agri-Impact, le premier fonds impact destiné aux exploitants, un fonds doté de 30 millions d'euros. Et puis pour Smart Ideas, je vous dévoilerai les solutions imaginées par U-Béton pour réduire le bilan carbone et environnemental de la production de béton, emballage, agriculture, bâtiment, 3 univers, 30 minutes pour les découvrir. C'est parti. Bonjour Félix Bezzati, bienvenue. Vous êtes donc le directeur monde des emballages circulaires du groupe Mars. Mars, on ne peut pas toutes les citer, ce sont des dizaines de marques. Alors il y a les friandises évidemment, des céréales pour le petit déjeuner, du riz, des compléments alimentaires, du chewing-gum, mais aussi des aliments pour nos animaux de compagnie, pour les chiens et chats. Je me suis posé la question, je ne sais pas si vous avez la réponse, ça fait combien de millions d'emballages produits chaque année ? Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Donc Mars, c'est une boîte familiale, tout d'abord pour commencer, détenue aujourd'hui par la 4e génération. Ça fait plus que 100 ans d'existence. Notamment, nous avons beaucoup de produits que vous venez de mentionner avec des marques iconiques comme M&M's, Snickers, Twix, Bounty, Original Benz, mais aussi des marques pour l'alimentation animale, telles que Whiskas, Pedigree et aussi Royal Canin qui a son siège social basé en France. Ouais, donc ça fait beaucoup d'emballages tout ça. Donc ça fait beaucoup d'emballages. On parle de billions d'unités d'emballage vendues chaque année dans le monde, ce qui nous donne aussi une grande responsabilité de quoi faire avec cet emballage. Oui, effectivement. Quelques chiffres sur Mars. En France, la marque est présente, groupe depuis 1967, c'est plus de 4000 collaborateurs, 9 sites, 8 usines, donc 4 en Alsace, et 300 millions d'euros investis en France ces 5 dernières années. Je fais un petit focus sur la France parce que vous êtes directeur monde. Évidemment, le groupe Mars, c'est un groupe mondial. Mais est-ce qu'en matière d'emballage, on peut appliquer des solutions partout les mêmes en fait? Est-ce que c'est stratégie globale, solution locale d'une certaine façon? C'est une très bonne question. Tout d'abord, il faut comprendre les enjeux quand ça revient à l'emballage. Nous utilisons pour notre portefeuille de produits pas mal d'emballages en plastique. On sait aujourd'hui que l'emballage en plastique, il y a des très bonnes propriétés barrières. Donc, du coup, ça permet à très bien protéger nos produits. Il est assez léger, et il vient à un coût abordable et il y a des émissions de carbone assez faibles. Donc, il y a ces bonnes propriétés. Mais, dans le même temps, l'emballage plastique, il y a un grand challenge aujourd'hui qui sont les déchets plastiques qui génèrent. Et ces déchets plastiques, ils vont être traités différemment d'un pays à un autre, comme vous mentionnez. Juste ici, l'exemple des bouteilles en PET. Ces bouteilles-là, ils sont recyclées à environ 60%, que ce soit en France, au Mexique ou en Indonésie. Mais c'est les 40% restants qu'en France, dans les meilleurs des cas, vont être incinérés, dans les pires des cas, ils vont être enfuis. Ces 40% en Indonésie, en Mexique, ils ont des grandes chances de finir dans la nature et pas être collectés. Donc, les solutions, c'est assez spécifique aussi par région. Ça dépend des réglementations aussi? Ça dépend aussi notamment des réglementations, mais aussi l'avancement des infrastructures locales. Il faut financer le recyclage des emballages. Aujourd'hui, en Europe, on a ce système qu'on appelle la REP, la responsabilité entendue des producteurs, où nous payons une partie de la collecte du tri. Cela n'est pas partout dans le monde, donc il y a ce changement à ramener. Alors ici, en France, le groupe Mars a signé ce pacte national sur les emballages plastiques. Quel est l'objectif en fait? Est-ce que c'est contraignant? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Donc, quand on revoit aux actions qu'on doit prendre, il y a deux principaux piliers. Le premier, ça revient à la conception, donc comment on conçoit nos produits. Ouais, on va y revenir après, l'éco-conception. Tout à fait. Et le deuxième, c'est la partie infrastructure, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis ce produit dans le marché, comment on va le collecter, trier et recycler. Notamment, le pacte, ça aide premièrement à donner cette vision où on doit aller.
Je pense que c'est assez important de s'aligner dans cette vision basée sur l'économie circulaire. Et deuxièmement, ça ramène cette partie collaboration qu'on a besoin pour ce deuxième pilier dont je parlais, l'infrastructure. Ouais. Comment on met toutes les parties prenantes ensemble pour réussir un système efficace. Si on prend un exemple très concret, le recyclage du plastique, par exemple, quelles sont vos actions en la matière et qu'est-ce que ça change de faire partie du pacte ? Donc, tout d'abord, pour commencer, comme je disais, notre lutte, c'est contre les déchets plastiques. Pour cela, on a 4 axes de travail en interne. Tout d'abord, c'est de substituer, par exemple, des emballages à usage unique qui sont faits en plastique par des emballages réutilisables. Donc, très récemment, on a lancé un projet en vrac avec Carrefour en France, avec la marque M&M's. Notre marque Royal Canin, ils ont lancé aussi un emballage retournable. Donc, ils explorent aussi cela en phase pilote. Le deuxième axe de travail, ça va être la substitution du plastique en soi par d'autres matériaux, comme le papier, par exemple, des emballages à base de papier. Mais ce n'est pas possible pour tous les produits aujourd'hui, c'est ça ? Donc, ce n'est pas possible pour tous les produits. Là, on avait un exemple avec Ballista en Allemagne. Et le troisième axe, ça va être les emballages en plastique qu'on a toujours besoin. Comme je disais, le plastique, il y a de très bonnes propriétés. Donc, on a besoin dans notre portefeuille. Et pour cela, nous travaillons sur la éco-conception. Comment switcher de structures multimatériaux, des structures monomatériaux qui auront des meilleures chances d'être recyclés. Ouais. Et là, pareil, on a lancé un pochon avec M&M's en France l'année dernière. Et pour finir, le quatrième axe, pour réduire les déchets, c'est d'utiliser de la matière recyclée dans nos produits. Le plus on utilise de la matière recyclée dans nos produits, le moins, en théorie, il y aura des déchets. Et là, pareil, on a un engagement d'utiliser 30% de la matière recyclée d'ici 2025. Et un exemple concret, c'était notre marque Shiba l'année dernière qui a lancé un penchant avec de la matière recyclée. Ouais. Je reviens sur le partenariat avec Carrefour. Donc, c'est une nouvelle offre de vrac pour les M&M's. On se dit, tiens, c'est simple. Qu'est-ce que ça suppose en termes de process de production pour vous et peut-être pour votre partenaire aussi ? Donc, en tant que société, aujourd'hui, on était très, on va dire, habitués à des emballages à usage unique. Revenir sur le vrac, il y a ses propres challenges. Cela, c'était un pilote qu'on a lancé avec Carrefour. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y a quand même de la génération de déchets avec l'utilisation de vrac. Il y a des technologies innovantes qui doivent venir surtout sur les machines d'emballage réutilisable. Il y a la partie réglementation, donc qui prend les responsabilités. Donc, évidemment, ce n'est pas si facile, mais nous sommes aussi engagés de lancer plus que 10 pilotes dans ce contexte-là d'ici 2025. On est déjà à 8 partout dans le monde aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qu'on explore. Mais avec ses propres challenges, ça ne va pas être des solutions miracles qui seraient prêtes à employer tout de suite. C'est intéressant de passer par le test parce que vous faites quoi ? Vous voulez être sûr que cette solution, elle va être moins polluante, moins productrice de déchets et d'emballages que la précédente, c'est ça ? Avant de la dupliquer un peu partout sur la planète ? Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je parlais par exemple des générations de déchets en soi, parce qu'il faut avoir une approche globale et holistique. Et comment on peut, notre objectif, c'est de ramener des solutions systémiques qui vont être ici pour le long terme et pas juste pour le présent. Ouais. Vous l'avez évoqué, le défi, c'est effectivement la lutte contre ces plastiques à usage unique. 60% des déchets plastiques issus de l'environnement industriel se retrouvent à polluer la planète. Évidemment, ça dépend des pays, ça dépend des régions du monde. Je crois qu'il y a plus de 12 000 emballages sur lesquels le groupe Mars est en train de travailler aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a quoi ? Il y a des dizaines de solutions différentes potentielles ? C'est ça notre grand challenge aujourd'hui et la complexité qu'on a de trouver des solutions dans le short terme. Parce qu'il faut considérer la protection des aliments qu'on va emballer. Donc on ne peut pas le faire avec tout type de matériaux. Il faut considérer les durées de conservation. Mais il faut aussi considérer les vitesses de production. Donc il y a ce puzzle à résoudre pour ces 12 000 emballages que vous avez parlé. Donc nous avons
engagé énormément de personnes dans nos centres R&D pour aider avec cette transformation. Donc, en effet, c'est un grand challenge pour nous. Il y a des emballages réutilisables, recyclables, compostables. Il y a plein de solutions différentes. On va terminer, tiens, il nous reste 1 minute, sur le recyclage chimique. Ça, c'est l'une des solutions sur lesquelles vous travaillez ? Oui, les technologies de recyclage actuelles, notamment pour les plastiques souples, d'emballage souple, nous permettent pas de venir à de la matière recyclée à contact alimentaire. Donc, nous avons besoin des technologies innovantes telles que le recyclage chimique qui nous permet de revenir à des applications alimentaires. Et cela, ça nous permet, nous, en tant qu'acteurs sur le marché, de prendre notre responsabilité d'utiliser de la matière recyclée. Le mot, ça fait peut-être peur, mais c'est juste qu'on revient à l'aspect chimique des plastiques. Les plastiques sont faits du pétrole, donc on vient à ces unités de base. C'est un peu comme les Lego, on va casser les Lego pour les refaire. Donc c'est le même concept, le recyclage chimique. Donc on compte énormément sur ça pour utiliser de la matière recyclée dans nos produits. Merci beaucoup, merci Félix Bezzati, à bientôt sur Bismart. On va parler d'un métier que vous connaissez bien, celui d'agriculteur, puisqu'ils font partie de vos partenaires. Et on va se poser la question du financement des exploitants à impact positif. C'est parti. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de Smart Impact avec Laurence Meignery. Bonjour, bienvenue. Vous êtes présidente de Citizen Capital, cofondatrice d'Agri Impact. À vos côtés, Claire Mingon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, la directrice des engagements de Sophie Protéol. Laurence Meignery, vous étiez venue il y a quelques semaines, un petit mois, nous présenter Citizen Capital. Et ça m'avait donné envie d'en savoir plus sur ce fonds Agri Impact. Dites-nous quand et pourquoi vous l'avez créé. Alors, on a créé Agri Impact en 2020. Avec la Fondation Avril. Et ce projet s'inscrit dans l'ambition de Citizen Capital de continuer à défricher de nouveaux sujets dans l'impact, et notamment d'aller sur des sujets un peu plus complexes, disons, d'adresser des besoins qu'on estime fondamentaux, qui sont mal servis ou mal couverts par le marché. Évidemment, les enjeux agricoles sont colossaux et on reste modeste sur notre action, mais l'objectif d'Agri Impact, c'est d'accompagner et de financer des projets portés par des agriculteurs, donc dont les agriculteurs sont partie prenante au capital du projet, avec une thèse à la fois sociale et environnementale. Sociale, on est sur des enjeux de pérennité du monde agricole et notamment de pérennité des modèles d'exploitation agricole familiaux et de permettre aux agriculteurs de capter plus de valeur dans une chaîne de valeur qui est quand même très concentrée en amont et en aval, en les aidant à développer des projets de diversification qui sont soit dans les énergies renouvelables, typiquement méthanisation, mais aussi agrivoltaïsme, éolien, soit dans la petite transformation industrielle, production, légumerie, conserverie, fromagerie. Mais là, protéines d'insectes, on vient d'investir dans un projet, un très beau projet de protéines d'insectes. Ouais. Voilà. Et puis aussi dans les circuits courts avec typiquement des magasins de producteurs. Donc ça fait évidemment beaucoup de projets sur lesquels vous pouvez travailler. Et puis la thèse environnementale est évidemment d'accompagner l'agriculture à contribuer elle-même aux enjeux de transition alimentaire, climatique, énergétique. Évidemment, vous travaillez, vous l'avez dit, avec la Fondation Avril, dont Sophie Protéol est une filiale. Présentez-nous Sophie Protéol en quelques mots. C'est quoi ? Alors, la Fondation Avril est en fait l'actionnaire de référence du groupe Avril. Ce groupe Avril, c'est le 4e groupe alimentaire français. Et ce groupe a 2 types d'activités, une activité industrielle et une activité d'investisseur financier. Et c'est là qu'on en vient à Sophie Protéol. Sophie Protéol est donc le bras financier du groupe Avril qui fait des investissements minoritaires. Nous avons aujourd'hui engagé environ 420 millions d'euros dans des investissements minoritaires, en amont et en aval des exploitations agricoles. Et au niveau de Sophie Protéol, nous sommes investisseurs en direct, donc 90% de nos investissements sont des investissements directs, et environ 10%
sont investis à travers des fonds qui ont des activités complémentaires des nôtres, de nos activités directes. Ouais, qu'est-ce qui vous séduit dans ce projet Agri-Impact ? Voilà, alors donc effectivement, ce qui nous séduit dans Agri-Impact, c'est clairement d'une part la complémentarité avec nos propres activités, puisque nous ne savons pas, nous, compte tenu des moyens dont nous disposons, intervenir dans les exploitations agricoles, alors qu'Agri-Impact investit directement dans les exploitations. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est la partie, le type d'activité qui est développé par Agri-Impact, et donc cette attention aux transitions agricoles, aux transitions énergétiques, qui sont aujourd'hui primordiales pour la société et dont les agriculteurs doivent à tout prix être partie prenante. En l'occurrence, les projets que finance Agri-Impact apportent des compléments de revenus à l'agriculteur qui aujourd'hui sont fondamentales compte tenu notamment de la volatilité des marchés, de l'évolution de l'économie actuelle. Évidemment. Vous l'avez évoqué, Laurence Meignery, il y a la dimension sociale. On est face aussi à un défi de renouvellement de génération chez les agriculteurs français. Est-ce que ça fait partie des enjeux d'Agri-Impact, d'accompagner aussi de jeunes agriculteurs qui pourraient reprendre des exploitations, d'exploitants qui vont partir à la retraite bientôt, hein ? Oui, complètement. Alors, l'enjeu n'est pas d'accompagner l'installation elle-même, mais on voit bien que dans les projets qu'on accompagne, on a beaucoup de jeunes générations dont les parents sont plutôt dans une phase de transmission. Et en fait, les agriculteurs, c'est des entrepreneurs. Et c'est drôle d'ailleurs parce que c'est un monde nouveau, en fait, dans le dialogue entre des gens, des financeurs et en tout cas non bancaires et des agriculteurs. C'est assez nouveau comme dialogue. Et donc, c'est des gens, effectivement, qui réfléchissent à la pérennité de leur modèle économique. Et c'est un des enjeux et de l'intérêt qu'ils portent à la diversification, c'est de pouvoir faire vivre leurs exploitations dans la durée. Comment vous choisissez les projets ? Et garder la main sur leur outil d'exploitation. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'évidemment, on est là en quasi-fonds propres, et y compris après qu'on se retire, ils sont maîtres chez eux. Oui, vous ne devenez pas propriétaire de leurs exploitations, c'est important de le spécifier. Vous avez un peu détaillé les différents projets sur lesquels vous pouvez investir, mais qui est à l'origine ? C'est un agriculteur qui vient vous voir, c'est vous qui prospectez, et puis peut-être quels sont les critères, si on rentre un peu plus dans la finesse du projet, dans le détail. Alors c'est les deux, en fait, c'est les équipes de la Fondation Avril qui sont beaucoup liées au terrain, et c'est vraiment la valeur ajoutée de la Fondation Avril d'être directement liée au monde agricole, et donc de rencontrer un certain nombre d'agriculteurs. Et puis plus on avance, plus ça fait bouche à oreille, et on est aussi contacté en direct. Et dans les critères, en fait, alors ça peut pas être des tout petits projets parce qu'il y a quand même des enjeux de financement qui sont pas négligeables. Donc c'est des exploitations qui sont, je dirais, à partir de moyennes. Et nos critères sont en fait la solidité des projets, notamment dans les énergies renouvelables. Ou dans la transformation, petite transformation agricole, mais aussi ils sont liés à l'impact environnemental et social qu'on anticipe. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre que le projet va bien permettre de compléter les revenus de l'agriculteur, et que l'agriculteur est bien dans une logique, il a un enjeu de revenus. Et puis deuxièmement, on développe de plus en plus des outils pour accompagner aussi l'exploitation, c'est-à-dire pas uniquement le projet de diversification, qui lui-même va produire. Alors on sait que, par exemple, la méthanisation aujourd'hui, dans tous les scénarios de l'ADEME aujourd'hui, il va considérablement s'accroître dans le mix énergétique. C'est le levier d'un gaz propre, en fait. Donc il y a un gros enjeu de croissance de la méthanisation, mais aussi de l'agrivoltaïsme et de l'éolien. Et il y a un enjeu d'évolution des exploitations elles-mêmes dans une transition
agricole, climatique et notamment sur les sols. Et c'est le sujet qui nous intéresse le plus probablement, c'est d'accompagner les agriculteurs. Alors on les accompagne sur 9 grands critères qui vont de la couverture des sols, l'agroforesterie, et notamment avec un objectif d'aider l'agriculteur à s'assurer qu'il préserve la qualité de son sol, voire qu'il l'améliore, parce qu'il y a un certain nombre de sols détériorés. Ouais. Claire Mingon, pour les agriculteurs, ça suppose quel type d'engagement? Donc il y a cette transition, le fait de s'engager vers une transition écologique, ça prend du temps. C'est pour ça que le fait que des financiers rentrent dans l'équation, c'est important? Oui, je crois que c'est important que des financiers tels qu'Agri-Impact rentrent dans l'équation, parce que ce sont des financiers qui sont à l'écoute des projets, qui vont rencontrer les agriculteurs, qui vont mettre à leur disposition des experts. Et donc, il y a un véritable dialogue qui va s'instaurer entre Agri-Impact et l'agriculteur. Le projet peut mettre un peu de temps à émerger, mais c'est loin d'être du temps perdu, c'est vraiment du temps gagné, de façon à ce que le projet prenne corps, qu'il soit pérenne et effectivement qu'il survive à la présence d'Agri-Impact. Ouais. Donc pour nous, c'est un modèle vertueux dans lequel on s'inscrit pleinement, parce que c'est aussi notre façon de travailler au quotidien. Il y a quoi? Il y a une sorte de cahier des charges pour l'agriculteur qui va être régulièrement vérifié. Comment vous fonctionnez? Alors, au niveau d'Agri-Impact, je ne pense pas qu'il y ait de cahier des charges en tant que tel. Il va y avoir effectivement des mesures d'impact sur un certain nombre de critères. Et après, il va y avoir des rencontres régulières avec Agri-Impact de façon à monitorer l'évolution du projet et de façon à éventuellement aider l'agriculteur si à un moment donné, il y a un souci majeur. Parce que si on prend l'exemple de la production de protéines d'insectes, donc là, dès le départ, vous modélisez l'impact positif, c'est ça. Alors, on voit bien ce que ça représente, le fait de remplacer du bœuf par de la protéine d'insectes. Il y a aussi la réutilisation des déjections des insectes comme engrais. Enfin, tout ça est entré dans l'équation, c'est ça? Oui, il y a 3 grands enjeux, effectivement, vous en avez cité 2, et le troisième, c'est la grande particularité du modèle d'inverse, c'est un modèle très décentralisé de production dans des fermes qui permet à non seulement un agriculteur, mais un réseau d'agriculteurs de compléter leurs revenus avec la production d'insectes et avec les effets, effectivement, connexes qui sont la diminution de l'utilisation d'engrais chimiques parce qu'on a de la fertilisation avec les déjections d'insectes. Ouais. Et c'est un modèle très décentralisé qui permet aussi plus de sécurité sanitaire puisqu'on est sur des petites unités et les éventuels problèmes ne se répercutent pas sur les autres. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Bon vent à Agri-Impact. C'est l'heure de Smart Ideas, un béton moins polluant. C'est possible ? Bonjour Olivier Billat, bienvenue. Vous êtes le fondateur du béton. Vous l'avez créé il y a 2 ans. C'est quoi le point de départ? Racontez-moi le déclic en quelque sorte. Le point de départ, j'ai été manager d'enjeux de transport dans le BTP, où j'ai pu gérer à la fois des chauffeurs de semi-bennes et des chauffeurs de camions toupie, les camions qui livrent le béton. Et là, j'ai pu découvrir tous les déchets de béton qui étaient générés, les camions qui revenaient avec du béton suite à des surplus sur chantier, et qui ramenaient donc ce béton à la centrale pour qu'il soit valorisé, pour que le déchet soit valorisé, c'est-à-dire que ça va être recyclé. Le béton, une fois qu'il revient à la centrale, ils vont le laisser sécher dans une benne majoritairement. Une fois que c'est fait, ils l'amènent dans une gravière, c'est concassé, et ce qui est concassé, donc ce gravat, va servir de sous-couche routière, ou alors ils vont le cribler pour trier donc les tailles, et ça revient dans la production du béton. Je suis parent, je suis conscient de ce qui se passe écologiquement et de la production. J'ai cherché une solution pour faire les choses différemment, pour faire mieux
pour l'environnement. Parce qu'avec ce système-là, il y a quoi? Il y a beaucoup de déperdition. Ce que vous avez imaginé, c'est un moyen de produire moins de déchets ou en tout cas de mieux les utiliser, c'est ça? C'est un moyen de produire un peu moins de déchets, effectivement. Ouais. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est le volume de déchets, en fait. Tous les jours en France, c'est à peu près l'équivalent de 1000 camions toupies en volume, dont le contenu devient des déchets. Tous les jours, 1000 camions toupies. C'est énorme, c'est énormément de chantiers qui pourraient être produits avec ce béton-là. Et donc nous, on est en train de développer justement U-Béton pour mettre en relation à la fois les centrales et les artisans sur des petits chantiers qui peuvent recevoir justement ces volumes-là afin de valoriser ce béton sur des chantiers là où il sera utile. Ah oui, donc en fait c'est quoi? C'est comme une application ou c'est un équivalent qui va mettre en contact les artisans et les centrales, les producteurs de béton, pour que ces camions toupies dont vous parliez, ils rajoutent une étape en quelque sorte? C'est ça l'idée? Effectivement une étape de validation, de correspondance entre les besoins des artisans et l'offre de retour des centrales à béton. Une sorte de to go du béton, en fait, avec une partie de matching pour faire la correspondance, pour que l'artisan n'ait pas besoin de faire une démarche proactive à aller chercher ce qui existe. Juste, il enregistre son besoin. Et nous, dès qu'on a un retour correspondant, donc un volume de béton qui correspond à son besoin, on va lui envoyer une notification. Et bien évidemment, c'est un béton aussi qui est moins coûteux. C'était voué être un déchet. Ouais. C'est quoi votre modèle économique? Vous gagnez de l'argent comment? Alors actuellement, le modèle économique, nous, on prend une commission sur les ventes qui sont réalisées via la plateforme. D'accord. C'est donc une petite commission qui permet de faire vivre justement la plateforme et de pérenniser l'outil et de continuer à l'améliorer. L'avantage pour les centrales, pour les producteurs de béton, c'est quoi? De valoriser, j'ose dire intelligemment, ce qui autrefois était un déchet et de faire en sorte que ça ne devienne pas réellement un déchet. C'est aussi un impact différent au global sur les ressources, puisqu'on est en train de s'apercevoir qu'on manque de ressources, que ce soit du sable, que ce soit la grave qui sert pour le béton. On va s'apercevoir qu'on est en train d'en manquer. Si ce produit devient du déchet, il faut comme qu'on le reproduise pour satisfaire les demandes. Donc si on l'utilise, on utilisera moins de matières premières. Et l'industrie du béton et du ciment à œuvrer encore justement pour réduire son impact sur les matériaux, à réduire son impact aussi sur les déchets. Donc on est tout à fait dans cet axe-là. Oui, je parlais tout à l'heure d'un béton moins polluant. Le béton lui-même, il ne change pas, mais c'est le bilan carbone du secteur qui s'améliore. Le bilan carbone global du secteur, effectivement, qui s'améliore, une production plus raisonnée. Et effectivement, un mètre cube de béton, c'est à peu près 250 kg de CO2. 2 millions de mètres cubes de béton qui sont gaspillés, on va dire, tous les ans, qui deviennent des déchets. Ça, c'est pour la France, ça? C'est juste pour la France, tout à fait. Oui, 2 millions, c'est juste pour la France. On peut laisser faire le calcul pour voir ce à quoi ça correspond. 2 millions même, c'est un chiffre un peu abstrait. Sur Paris, on peut très bien visualiser la tour Montparnasse. On remplit entièrement de béton. Ça fait 6 tours Montparnasse tous les ans de déchets de béton. Voilà, du béton frais qui pourrait être utilisé. Et ben voilà, bravo pour avoir imaginé cette solution. Merci Olivier Billard, on souhaite le meilleur à U-Béton. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous donne rendez-vous demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut à toutes et à tous.